Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur La Première. À la une de l'actualité de ce samedi 1er avril, le prix du carburant baisse de 5 francs. Une décision prise lors du dernier Conseil des ministres après la baisse du baril de brut et du cours du dollar sur les marchés mondiaux. Elle veut offrir un meilleur avenir à la communauté sourde de Polynésie française. Portrait ce soir de Vaea, qui s'est formée dans l'Hexagone pour enseigner la langue des signes aux Fénois. Comment rendre notre société plus inclusive? C'est l'un des sujets que nous aborderons avec notre premier invité dans notre page consacrée au territorial. Vahinetua Tuahu fait partie de la liste de la première section des îles du Vent pour le Tavini, Huiratira. Notre deuxième invité interviendra depuis Raiatea. Tauhitinena mène la liste Haumaohi aux îles du Vent dans la section 1 qui comprend donc Papeete, Pire, Arwe et Mourea Mai'o. Près de 10 ans après la disparition du rameur Tainuia Tea Vairaroa, la course de pirogue qui porte son nom perdure. L'une de nos équipes a suivi les catégories féminines, vous verrez. Et puis les amoureux du mandarin, déjà nostalgiques, nous vous annoncions hier soir la fermeture de ce restaurant bien connu de Papeete. Une dernière soirée a été proposée aux clients hier soir. Ce n'est pas un poisson d'avril, la baisse du prix du carburant a bien été actée en Conseil des ministres. Après une hausse en juillet 2022, puis une baisse le 1er mars dernier, le prix du sans-plomb et du gasoil diminue de 5 francs par litre. Les automobilistes sont plutôt satisfaits, même s'ils estiment pour certains que ce n'est pas assez. Natacha Silagi, Juan Pautoru et Hubert Liao. Rouler moins cher, ça va à tout le monde. Mesure électoraliste ou pas, les automobilistes adhèrent. Je peux vous dire que depuis ce matin, 5 h du matin, la station elle est full jusqu'à présent. Les voitures ne s'arrêtent pas. Depuis qu'ils ont su qu'il y a la baisse de carburant, tout le monde, ils viennent de Tautira, Veirao, de Fénois-Échéré, de Taravao faire leur plein. C'est incroyable. 15 francs de baisse en moins d'un an. Aujourd'hui à 166 francs le litre, le prix du sans-plomb profite de la tendance générale du prix du pétrole et du cours du dollar. Une respiration en pleine inflation. Je pense que c'est une bonne chose. Est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va durer? C'est surtout ça qui est important, mais c'est bénéfique pour tout le monde. C'est toujours ça, 5 francs en moins. C'est bien. Suivi de près, les marchés de l'énergie pour ajuster les prix au mieux. C'est encore bien insuffisant pour certains. 5 francs, c'est tout. Maintenant, avec tout ce qui monte aussi là, les prix vont baisser seulement ça de 5 francs. Mais du coup, en fait, il n'y a pas assez. Les pompistes, malgré tout très sollicités, autant profiter de la baisse. Les Jeux Olympiques 2024 approchent à vitesse grand V, à moins de 500 jours de ce rendez-vous prestigieux avec la vague de Teahup'o. Nous l'avons appris ce matin, c'est Usain Bolt qui viendra à Tahiti pour allumer la flamme olympique. Vous le savez, la flamme annonce le début des Jeux et c'est l'athlète jamaïcain considéré comme le plus grand sprinter de tous les temps, le plus titré des JO avec 8 médailles d'or, qui aura cet honneur. En attendant à Teahup'o, les travaux ont débuté. Il faut aménager le littoral, la petite marina, mais aussi amener la fibre et l'eau potable. Pour les habitants, il est primordial de préserver l'environnement naturel. Lucille Guichet, Marcel Bonneau. Rien ne semble troubler le calme de Teahup'o et ses 1400 habitants. Pas même le chantier entamé sur la plage du Pekazero. Ici, la route s'arrête, les voitures ne peuvent pas aller plus loin. Mais d'ici l'année prochaine, une nouvelle passerelle piétonne verra le jour en vue des Jeux Olympiques. L'ancienne est devenue trop dangereuse. Des fois, il y a des rivières, on ne peut pas traverser. Là, on voit un peu des trucs en train d'améliorer un peu pour que nous traversions sur nos terrains. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour Teahup'o. Il faut juste faire attention à ce qu'on fait par rapport à l'environnement. On ne veut pas de bâtiments, en tout cas, ça c'est clair. Qui nous fassent des farés potés, ok. Qui nous fassent des farés comme ça. Peut-être les touristes, quand ils viennent, il y a un endroit pour se reposer. La petite marina de Teahup'o commence également ses travaux. Les pontons vont être rénovés et rallongés. 4 fois plus de bateaux pourront s'amarrer. Un quai de protection installé et le parking agrandi. Pendant toute la durée du chantier, la marina reste fermée au public et aux prestataires. L'étude d'impact estime que le risque de perte de la biodiversité sous-marine est fort. C'est une bonne chose pour les grands travaux qui sont passés ici à Teahup'o, là, pour nous et pour la jeunesse.
pour le travail aussi, quoi. Hein. À Toahotou, enfin, le site de la Pointe Riri va être aménagé avec une petite marina, un parking et un espace restauration. Un budget d'1,7 milliard de francs financé par le pays. Les problèmes de circulation à Tahiti mobilisent la direction des transports terrestres. Dans la continuité du forum organisé en novembre dernier, des ateliers participatifs se sont tenus ce matin pour permettre l'émergence de nouvelles idées. Elles seront soumises à l'analyse technique de la DTT. Exemple, la création de hubs multimodaux, la décentralisation de l'administration, la mise en place de bus 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec des tours de l'île toutes les 10 minutes. Lucien Pommiez est au micro de Jérôme. On a environ une cinquantaine de participants qui, toute la matinée de ce samedi 1er avril, vont co-construire ensemble des solutions. Et ensuite, ces solutions-là vont être votées et vont permettre aussi, après une analyse technique, puisqu'il va falloir vérifier la faisabilité opérationnelle de ces solutions de mobilité, de pouvoir être intégrées finalement au schéma directeur des transports collectifs et des déplacements durables. C'est la feuille de route de la Polynésie française pour solutionner les problématiques de mobilité que rencontrent les Polynésiens au quotidien. La Polynésie française recense environ 3000 personnes sourdes réparties sur les 5 archipels. Avec son association Apaereonui, Vaea Cheval est devenue leur porte-parole et une ambassadrice exceptionnelle. Il y a 4 ans, elle a décidé de tout quitter pour rejoindre l'Hexagone et se former à la langue des signes. Son diplôme en poche, Vaea est bien décidée à offrir un meilleur avenir aux enfants sourds de Polynésie. Pierre Lacombe et Hugo Laridon. Ces gestes sont appuyés, ils témoignent d'une profonde détermination. Depuis sa naissance, Vaea vit dans le monde du silence. L'isolement, parfois l'indifférence, accompagne son enfance, puis son adolescence, jusqu'à cette rencontre qui va tout changer. Un professeur sourd italien qui vient sur l'île et qui vraiment signe. C'est une langue. Je vois une vraie langue et je me dis waouh, qu'est-ce qui se passe? Vaea prend conscience que sa différence n'est pas un frein. La jeune femme est douée de ses mains, elle apprend un métier, devient maman et crée l'association Apaereonui pour accompagner les sourds de Polynésie. Sa formation à la langue des signes à La Réunion ne suffira pas pour enseigner. Vaea décide alors de tout quitter pour aller se former en métropole. Chaque petit îlet, en fait, se fait sa langue des signes. Donc moi, j'ai envie de faire un corpus, de réunir tout ça, de montrer ça et de faire comprendre qu'on est 3000 et qu'il y a un vrai besoin qui, je l'espère, fera réfléchir l'éducation nationale et qui permettra de créer du coup cet internat que je souhaite mettre en œuvre et ensuite mettre un patrimoine, parce que c'est une langue, c'est un patrimoine qui pourra être là pour les années à venir. En région parisienne, les premiers mois sont difficiles. Il faut s'adapter au mode de vie, veiller sur sa fille adolescente, suivre les cours, traverser la période du Covid. Son couple ne résistera pas, mais Vaea a de la ressource. Ce soir-là, nous la retrouvons à Arras. Elle est venue partager son amour du fénois devant un public admiratif. C'est inspirant. C'est un parcours inspirant qui va donner envie aux personnes sur place qui effectivement sont dans une situation difficile où on manque de modèles. Voilà. Et du coup, Vaea va être un modèle pour eux et elle va leur montrer que c'est possible. Mais il faut se battre et il faut prendre sa place. Je voudrais donner à chacun, arrêter cette image de pauvre sourd isolé qui ne sait rien faire, qui ne sait pas faire et qui amène la pitié. J'aimerais pouvoir les rassembler et faire quelque chose pour qu'on puisse être fier d'être polynésien parce que c'est accessible. Et ça permettrait à chacun de porter un regard sur ça en disant « Waouh, ils sont quand même très très forts » et j'adorerais qu'on en arrive là. Encore quelques mois et Vaea retrouvera sa terre, celle qui lui manque tant. Dans ses bagages, une licence. Elle lui permettra d'enseigner la langue des signes et de donner aux jeunes sourds de Polynésie l'espoir d'une vie meilleure. Place à la politique avec notre page consacrée au territorial.
Bonsoir Vahinetua Tuahu, vous êtes 8e de la liste du Tabini Wiratira sur la première section des îles du Vent. On vient de le voir dans ce sujet qui a précédé, l'exemple d'une jeune femme qui se bat malgré sa surdité. Promouvoir l'égalité des chances et l'inclusion sociale, cela fait partie de votre programme. Que proposez-vous concrètement ? Tout à fait, ça fait partie d'un de nos piliers, c'est respecter l'autre, respecter sa différence. Et l'exemple de Vaya Cheval, qui viendra en Polynésie, ça permettra également de mettre en avant les personnes qui ont été mises de côté et surtout toucher les parents qui ont des enfants qui ont cet handicap-là. Et ça permettra également de montrer que ils sont capables de pouvoir accéder à une place au sein de la société. La langue des signes pourrait faire partie des langues enseignées à l'école, selon vous ? Tout est possible. Si le gouvernement met en place une loi que nous aimerions faire passer, si c'est possible aussi, et moi je pense que oui. Et puisqu'on parle d'éducation, l'État finance l'éducation à hauteur de 65 milliards de francs par an. Le président Édouard Fritsch s'est demandé dans un discours comment un gouvernement indépendantiste pourrait financer l'éducation des enfants. Que lui répondez-vous ? Il faut arrêter un peu de diaboliser l'indépendance. Le 16 et le 30 avril, ce n'est pas un référendum. C'est plutôt, moi je dirais, comme je vais lire ce qui est marqué sur notre profession de foi. C'est la possibilité pour les Polynésiens de réaliser un changement avec une majorité renouvelée, un nouveau gouvernement mené par Moïse Broderson. Ce qu'il y a à savoir aussi, c'est que c'est le respect entre l'État et la Polynésie. Donc, le respect ne se décrète pas, il se construit. Donc, on doit être mutuel. Les travaux qui vont être mis, on ne va pas les arrêter. Donc, les 65 millions, milliards, eh ben, ça va continuer. L'éducation va perdurer comme aujourd'hui. Vous êtes vous-même professeur des écoles à la retraite. Qu'est-ce que vous voudriez changer en premier lieu si vous parvenez au pouvoir ? Ce que j'aimerais, c'est au niveau du calendrier scolaire. Comme en Nouvelle-Calédonie, eh ben, les grandes vacances, c'est vers la fin de l'année. Et ici, il fait très chaud. Donc, ce serait bien que nous puissions changer le calendrier. Les grandes vacances, c'est pendant les saisons chaudes et la rentrée scolaire, c'est pendant la saison fraîche, c'est-à-dire au mois de juillet. C'est surtout ça. Vous êtes aussi deuxième adjointe au maire à la mairie d'Arouet. Vous êtes chargée de venir en aide aux familles en difficulté économique. Comment procédez-vous au plan local ? Est-ce que cela peut s'appliquer à grande échelle ? Je pense que oui, si nous commençons au niveau des familles en mettant en place des jardins partagés pour qu'ils puissent être autonomes, des jardins partagés ou des kits du kit solidaire au niveau du jardin, ça permet à une famille d'être autonome, de pouvoir cultiver son propre potager et si possible, s'il y a des extras, c'est de pouvoir les vendre et de pouvoir subvenir à leurs besoins. Et d'étaler également dans les autres communes. Et pour les familles en difficulté, vous proposez d'autres un accompagnement. On ne veut pas qu'ils soient assistés constamment, mais de les accompagner à ce qu'ils puissent être autonomes. La gratuité de la cantine scolaire, ça fait partie de vos propositions ? Ça fait partie de notre programme également. Vous financerez comment toutes ces aides ? Vous avez très peu de temps, mais peut-être en résumé. À travers peut-être des taxes Oui, des taxes qui seront orientées vers... plus de partage de richesses. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup, Vahinetua Tuahu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Nous vous en parlions hier, le Salon de l'Habitat bat son plein à Mamor, une édition spéciale développement durable et nouvelles technologies. Quelles sont les attentes des professionnels dans ce domaine ? On les écoute. Le biogaz, ça peut toucher tout le monde, donc je pense que ça serait bien qu'ils permettent aux gens d'avoir des aides pour pouvoir faire l'acquisition, par exemple, d'un kit home biogaz. Ça leur permettrait de faire plus facilement l'acquisition d'un kit. Aujourd'hui, c'est vrai que le gaz qu'on consomme, c'est du gaz importé, c'est des énergies fossiles, donc on va dire que c'est pas forcément du gaz très propre. Aujourd'hui,
on permet aux gens, à partir de leurs biodéchets, de produire leur propre gaz. Donc on est dans une dynamique d'économie durable. Il y a déjà des projets qui sont en cours, qui ont été mis en place par le gouvernement, comme faire une défiscalisation locale. Le texte a déjà été, il y a eu un premier texte et ce serait bien que ça puisse être mis en place assez rapidement pour permettre à des plus jeunes ou des gens qui se lancent dans leur vie professionnelle de pouvoir acheter, parce que les prix de la construction ont pas mal augmenté et ce serait, du coup, ça permettrait à plus de gens de devenir propriétaires. Par rapport au chauffe-eau solaire, on va dire qu'on a certaines aides actuellement de l'État, notamment avec la défiscalisation et tout. On pourrait peut-être souhaiter plus d'aides, par exemple, je pense plus exonération par rapport aux particuliers. Au niveau du chauffe-eau solaire, je pense que ça va pour le moment, mais plus au niveau des panneaux solaires, on va dire qu'il y a des nouvelles aides qui sont sorties, mais ils ont quand même encore des difficultés à investir dans ce domaine par rapport au coût. C'est sûr que quand tu as des factures d'été assez élevées, ou peu importe, réussir à compenser ce coût, c'est vachement intéressant par rapport à certaines familles. Et quand ils voient l'investissement par rapport aux panneaux solaires, c'est sûr que souvent ça les freine. On espérait peut-être juste avoir des exonérations ou juste des aides par rapport de la politique, par rapport au territoire, ou voir ce qu'ils pourraient faire dans ce domaine. Voilà, et on va tout de suite rejoindre notre deuxième invité. Bonsoir Tawhiti Nena, vous menez la liste Haut-Maui dans la première section des Îles du Vent. Vous serez candidat à la présidence du pays. Vous êtes en direct depuis Ayatea où vous menez campagne. Comment ça se passe pour vous sur le terrain? Oui, très bien. Hier soir, on était à Fari, à Huahini. Et donc ce soir, d'ailleurs, j'ai mes policiers qui sont derrière moi. On est à Tuahurinihi, à Uturua. Et donc tout de suite après, on a démarré notre meeting sur le terrain. Vous souhaitez renforcer la présence des services publics dans les îles et créer un ministère du développement des archipels. Vous ressentez ce besoin de décentralisation? Oui, tout à fait. Si on veut relancer l'économie dans les archipels, la première chose que tout le monde le sait, aussi bien que ce soit des jeunes entrepreneurs ou des entrepreneurs eux-mêmes, ils disent qu'au niveau des formalités administratives, c'est trop long. Quand on sait que pour monter une patente, un dossier, pour se lancer, il nous faut entre 6 mois et 2 ans d'attente, alors qu'il faut savoir que dans certains pays d'Océanie, en 2 jours, voire 1 semaine, vous avez tous ces documents. Donc les formalités administratives, c'est ce qu'il faudra régler. Et pour cela, il faudrait qu'il y ait réellement un administrateur qui ait tous les pleins pouvoirs dans chaque archipel. Ce n'est pas le cas déjà? Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas s'ils mettent 6 mois, 2 mois pour avoir tous les documents pour lancer une entreprise, c'est que ce n'est pas le cas. Et avec Haut-Maui, donc bien sûr, on a travaillé sur ces dossiers. On vient d'entendre les professionnels de l'habitat demander que le pays aide les particuliers à investir via une défiscalisation locale notamment. Vous êtes d'accord avec eux? Déjà, au niveau du pays, il faut savoir que le pays construit 500 à 600 farés au péage par an. Nous, on a un projet, bien sûr, de construire 10 000 farés au péage par an. Et pour cela, donc, sur les 5 prochaines années, et pour cela, donc, il faut qu'on forme des entrepreneurs, des menuisiers, des plombiers, et surtout que le pays amène des techniciens pour qu'on aille directement dans d'autres pays pour qu'on puisse avoir des tarifs en construisant une maison à hauteur de 55 000 francs le mètre carré. Ensuite, j'ai entendu que, bien sûr, on a baissé le tarif de l'essence à 5 francs. Il faut savoir que c'est un des chantiers principaux de Haut-Maui. Nous avons pris contact dans des différents pays dans le monde entier, que ce soit en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au Qatar, en Algérie, en Arménie et autres. Il faut savoir qu'avec Haut-Maui, on cherchera à ce qu'il y ait une baisse de 40 à 50 francs le litre d'essence. Et ça, c'est possible. Il faut juste que le gouvernement se donne les moyens pour contacter, bien sûr, des producteurs de pétrole dans différents pays. Vous parlez transport, on va parler santé. Dans votre profession de foi, vous proposez de sauver la CPS avec la feuille de soins électronique. Expliquez-nous en quoi cela permettra de mieux maîtriser les dépenses. Je pense qu'au niveau de la feuille de soins électronique, c'est un dossier qu'on voulait le mettre en place déjà en 2003. Ça n'a pas pu se faire car les techniciens ne voulaient pas, ça ne les intéressait pas peut-être qu'on puisse mieux suivre aussi bien toute la chaîne au niveau des dépenses. Mais en ce qui nous concerne, quand on voit qu'on est à 85 milliards de dépenses de santé, donc la première chose, c'est qu'on puisse réduire les dépenses de santé en mettant cette fiche de soins électronique. La deuxième chose, c'est une réelle politique de prévention. Et surtout, faire en sorte également que dans les archipels, ils puissent rester dans leurs archipels. Concernant des maternités, par exemple, on compte mettre en place des maternités. Je suis aux îles Soulevant.
Homa sera élu demain, à Ouahine, à Reyatea, Ta'a, Bora et Mopiti, qu'on puisse donner naissance à nos enfants dans leur propre île. Donc c'est un des programmes importants de Homa pour éviter justement, quand on sait qu'on est à 2 milliards 400 millions de dépenses d'Evasan par an, donc je pense qu'il vaut mieux au niveau de la qualité de vie que les mamans puissent accoucher dans leur île et le pays se donnera le moyen une fois que Homa sera en place. Parmi les mesures que vous proposez, également un revenu parental mensuel de 70 000 francs pour les mères et les pères au foyer. Mais malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de temps pour en parler, peut-être en 10 secondes. Concernant les mères et pères au foyer, pendant les 3 premières années, on aimerait soutenir justement qu'on s'occupe réellement de nos enfants, car c'est une priorité ces 3 premières années. Donc, et la deuxième chose, c'est qu'on a besoin, on va lancer des chantiers pour créer de l'emploi. On a besoin de la main-d'œuvre dans 10-20 ans pour que nos retraités ne souffrent pas. Et pour cela, il faudra également inciter nos jeunes à avoir des enfants. Merci beaucoup et je donne rendez-vous, bien sûr, à ceux de Reyatea, à Toa Huri, à Uturua pour le meeting qu'on va démarrer dans 10 minutes. Merci et bonne soirée. Merci de nous avoir accordé quelques minutes depuis Reyatea. Ainsi s'achève notre page consacrée au territorial. Atauturu-Yana a une nouvelle présidente. Il s'agit de Myriam Mateaka. Elle est élue pour 2 ans. Vous le savez, chaque année, des centaines de Polynésiens sont évacués vers l'Hexagone pour raisons de santé. L'association aide les malades et leur rend visite. La priorité de la fédération est d'acheter un nouveau véhicule pour Paris. Écoutez le président de l'association de Paris, justement. Il répond à Jérôme Lee. Notre rôle, c'est vraiment de les soulager au maximum en les aidant, en les orientant dans tout ce qu'il y a à faire par rapport aux malades, et pour qu'eux puissent les visiter dans les centres d'hôpitaux, ainsi pour revenir dans leur logement. On est une trentaine de bénévoles sur le terrain, répartis par secteur. Chaque bénévole a des hôpitaux d'attitrés, entre parenthèses, on va dire ça comme ça, pour pouvoir faciliter, pour pouvoir visiter à peu près tout le monde, et ainsi que les centres d'hébergement. Ils sont plus de 200 rameurs à avoir répondu à l'appel du team OPT. La Tainui Race est une course de pirogue individuelle créée il y a 9 ans en l'honneur de Tainui Atea Vairaroa, capitaine de l'équipe, est décédé tragiquement. Ignacio Raveino et Sandro Lee ont pu admirer la détermination et la force des catégories féminines. Regardez. Rien dans la gestion de sa course ne permet de dire que Marguerite Temayana rame sans aucun ravitaillement. Pourtant, elle vient à bout des 12 km de ce parcours presque trop facilement. Temayana, Marguerite. C'est dur, ouais, un peu comme j'avais ramé sans dos. Ben, heureusement, la tête, c'est un peu là. Hein. Après les entraînements, voilà. C'est pour la 2e et la 3e place qu'il y avait un peu plus de challenge. Mais Vaimiti Maoni ne lâche pas. Elle prend le dessus sur la junior Mihinoa Paari, originaire de Mataia, vers la moitié du parcours. C'était assez flat, heureusement qu'il y avait quand même un peu de vent, du coup ça évitait d'avoir trop chaud, mais ouais, habituellement dans le sens Aroué-Taoné on a du surf, mais là aujourd'hui c'était contraire, donc c'était au mental aussi. Bravo Mihinoa. Je suis bien sortie. Après, on a mené avec Vaimiti Maoni et Marguerite. Après, par dehors, du coup, comme c'était flat, du coup, ça a été un peu dur. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. On regrette encore un petit peu qu'il n'y ait pas assez de juniors, filles, toujours. Mais je pense que les clubs commencent à comprendre que la femme dans le VA, c'est aussi important que les garçons. Seules 4 juniors filles ont fait le déplacement, mais il y a tout de même une 50aine de participantes pour cette course à la mémoire de Tainui Atea Vairaroa.
Un dernier verre et des notes de musique pour se dire au revoir. Hier soir, le Mandarin jouait sa dernière soirée. L'établissement est contraint de fermer pour des raisons liées aux normes de sécurité. Les clients fidèles avaient un pincement au cœur, mais le propriétaire espère que cette fermeture ne sera pas un adieu. Stéphane Ratineau et Jérôme Lee. Des notes de musique comme des baisers dans le vent. Et si l'on danse encore au Mandarin, c'est pour mieux saisir la douceur du temps, du moment qui va filant. Une parenthèse dont nul n'ose imaginer la fin. Alors ils sont venus pour le même frémissement, pareil au retour d'un premier rendez-vous. Ici des visages, des souvenirs et des chansons au cœur des gens, partout. C'est ici où j'ai commencé à animer. C'est mes débuts. Donc oui, c'est quand même un moment fort, quoi. Surtout ce soir. C'est une soirée spéciale, c'est notre dernière soirée. Et ça fait toujours mal au cœur de voir ça après tant d'années de joie. Le Mandarin, c'est une bonne table où l'on partage, on pique ici, on mange là. Dans les coulisses, c'est aussi une équipe. Des jeunes qui ont hérité de l'esprit maison, du sérieux et du sourire. En fait, une signature d'âme, de l'assiette à la salle, de la chine au plaisir. Les employés y vont également de leurs petites larmes. Ça va énormément me manquer de préparer tout ça. Surtout quand tu te dis que quand tu commences, il faut apprendre les doses, tout ce qu'il faut faire, tout ce que tu as besoin pour les bases pour ton cocktail. Et maintenant, du jour au lendemain, tu vas faire. Tu pars avec plein de souvenirs. Énormément de souvenirs qui seront gravés au fond de notre cœur. Le lieu inattendu, entre un chic sans clinquant et un brin rococo sans extravagance. Bref, une atmosphère et une histoire. Comme dans tous les contes, un visionnaire, une famille et une culture. En presque 60 ans, des pages d'histoire, une malle à souvenir et des fidèles dont le visage familier et le traitement amical n'en font plus des clients. Bref, un crève-cœur. Le Mandarin, c'est le doyen des restaurants. Il va fermer, qui va revenir, je ne sais pas, mais c'est le doyen, le dernier des restaurants. C'est chic, c'est populaire, il y a l'ambiance, vous l'entendez, tout le monde est là. On est heureux d'être ici. Et moi je dis, c'est un brise-cœur. C'est un brise-cœur que si ça finit, ça fait mal au cœur. Ça serait pour vous formidable que vos petits-enfants connaissent ce lieu ? J'aimerais bien parce que mes enfants, eux, connaissent ce lieu puisque aujourd'hui, ils sont tous au Plaza à côté et eux aussi sont tristes d'apprendre qu'il y a une fermeture incessante qui pourrait arriver au Mandarin et au Plaza. L'espoir est encore là, on se le dit en murmurant, un deus ex machina comme au théâtre. Car si aujourd'hui l'établissement est bien fermé, la conjugaison au futur ne veut oublier cette hypothèse. Les clients sont venus pour cela. Ce soir, ils sont tous là. Ils sont tous là et, comment dire, ils apprécient l'ambiance. Ils apprécient la qualité de service et tout. On a peut-être des solutions de reprise et tout. C'est pas la fin, c'est pas la fin. Il faut positiver, quoi. Quelques heures encore, une lumière allumée dans la ville, une clientèle attend, la reprise d'une musique qui claque, pareil à un baiser d'amis. On arrive au terme de cette édition. Je vous en rappelle l'information principale. Les prix des hydrocarbures destinés au grand public baissent de 5 francs par litre, ce qui donne à la pompe 166 francs le litre pour l'essence sans plomb, 173 francs pour le gasoil. Une décision qui fait suite au contexte baissier du baril de brut et du cours du dollar sur les marchés mondiaux. Voilà pour le journal de ce samedi 1er avril. Demain, ne manquez pas les premières informations en radio dès 6h30, présentées par Laïna Tétouanoui et Axel Mézinel. Passez une excellente soirée sur La Première. L'information en continu sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.